Ça, c'est ouvert. Bon. Alors, nous allons aborder un nouveau chapitre. Nous venons de voir le développement lymphocytaire des lymphocytes T. À présent, nous allons voir le développement lymphocytaire des cellules B. Alors, il y a des questions à considérer. Vous allez passer le temps, enfin, on va les couvrir. On va les couvrir au lieu de vous dire de le faire vous-même. Quelle est la structure des gènes des lymphocytes B? Comment la diversité des BCR se met-elle en place dans les cellules B? Quelles sont les étapes de la reconnaissance? C'est quoi la sélection positive, la sélection négative lors de la formation des lymphocytes B? Quelles sont les étapes de la formation des lymphocytes B et quelle différence y a-t-il entre les lymphocytes B1 et les lymphocytes B2? Ça, ce sont des questions à garder à l'esprit. Alors, les lymphocytes B. Les lymphocytes B, on les trouve euh, dans notre système immunitaire, dans le sang, d'accord, et dans la lymphe. On les retrouve dans les organes lymphoïdes secondaires ainsi que les organes lymphoïdes primaires. Okay? Elles représentent à peu près 5 à 15% des lymphocytes qui circulent. Elles représentent à peu près 5 à 10% des lymphocytes. Les lymphocytes B vont produire, comme vous le savez déjà, les immunoglobulines. D'accord? Au niveau des immunoglobulines, on va y avoir les BCR qui sont attachés à la membrane. Et puis, il va y avoir des immunoglobulines qui sont détachées de la membrane. Vous savez que ces immunoglobulines vont être des hétérodimères. Ça, vous le savez déjà. Les lymphocytes B, pour produire les immunoglobulines qui sont libres, vont devoir se différencier en plasmocytes. D'accord? Et peut-être vous le savez déjà, les immunoglobulines de type G, A, M, D et E, dont il y a 5 classes d'immunoglobulines, donc 1, 2, 3, 4 et 5 classes d'immunoglobulines. Et parmi les 5 classes d'immunoglobulines, il y a des sous-classes. Par exemple, les IgG, il y a les IgG1, 2, 3, ainsi de suite. Et la même chose pour les IgA. Lorsque vous regardez les IG, lorsque vous regardez les BCR, vous voyez qu'il y a une chaîne lourde ici et une chaîne il y a une chaîne lourde ici et une autre chaîne lourde ici. Et il y a également 2 chaînes légères. OK? Et chaque chaîne, qu'elle soit lourde ou légère, possède des sous-unités. OK? Vous avez des sous-unités pour cette chaîne lourde ici, sous-unité C mu 4, C mu 3, et puis vous avez C mu 1, vous avez la sous-unité VH, OK? Les sous-unités lourdes, les chaînes lourdes sont attachées à la membrane plasmique grâce à un domaine transmembranaire qui est fait de une hélice alpha, d'accord, qui est attachée. Mais les BCR, juste comme les TCR, ne fonctionnent pas seuls. Les BCR fonctionnent avec d'autres éléments, avec des résidus ITAM attachés à ces éléments-là. Ces résidus ITAM sont en fait un moyen de régulation parce que ces résidus ITAM peuvent être phosphorylés ou déphosphorylés.
et elles vont être impliquées dans la transduction du signal. OK? Donc, les BCR ne travaillent jamais seuls. Elles travaillent avec des collaborateurs, d'accord, qui sont les CD 79P. Bon, on va peut-être parler de ça un peu plus tard. Alors, les BCR ont une région variable qui est tout à fait en haut ici, extracellulaire, et une région constante qui est en bas, qui est également extracellulaire avec une partie qui est transmembranaire. Okay? Les BCR vont être d'une grande diversité juste grâce au réarrangement génique qu'on va voir tout à l'heure. Okay? Il y a la diversité qui est causée par les recombinaisons génétiques, okay? Ce qui va permettre de produire des régions variables qui sont différentes d'une immunoglobuline à une autre immunoglobuline, et d'une part, et d'autre part, qui vont être spécifiques d'un épitope particulier. Alors, c'est quoi l'organisation des gènes des immunoglobulines? L'organisation, elle est extrêmement complexe. Elle est extrêmement complexe parce que là, on va regarder, par exemple, pour les chaînes lourdes. Pour les chaînes lourdes, vous voyez un long segment de chromosome. Ça, c'est le chromosome 14. Le bras long, la région 32. Alors, lorsque vous regardez, vous voyez qu'il y a la région variable. Je ne vais pas rentrer dans les familles. Il y a la région variable qui a différents segments. VH1, VHN-1, VHN, c'est parce qu'il y a tellement de VH. Il y a le VH1, VH2, VH3, VH4, VH5, ainsi de suite, énormément. Et notez qu'il y a une interruption ici. Cette interruption vous dit simplement que entre la région VH1 et une autre région, VH, il y a plusieurs nucléotides qui n'ont rien à voir, en fait, dans la formation de la chaîne lourde. Donc, ce sont des gènes interrompus, énormément interrompus. D'accord? Donc, vous avez la région de la chaîne variable ici, OK, avec un nombre de VH qui peut varier jusqu'à 125 VH. Et ces 125 VH sont structurés autour de cette famille. Donc, vous comprenez que si on a cette famille, les combinaisons entre les familles peuvent produire une variété énorme. Et puis, il y a les régions DH. D, c'est pour la diversité. D'accord? D, c'est pour la diversité. Et dans cette région de diversité, il y a en réalité 26, 26 segments qui participent dans cette diversité-là. Et puis, vous avez les domaines de jonction, J. Ces domaines de jonction J, il y en a 6. Bon, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Entre chaque domaine de jonction, il y a des nucléotides qui n'ont rien à voir dans le segment jonction. Et puis, vous avez la région constante avec 9 classes de segments. À ces 9 classes de segments, il faut ajouter des sous-classes. Est-ce que vous pouvez arrêter votre micro, s'il vous plaît?
Merci. Donc, vous voyez que en fait, le gène est organisé, ou on va dire les gènes sont organisés de telle sorte que il y a plusieurs éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte, d'une part dans la diversité, mais aussi dans la variation des BCR et des anticorps. OK? Donc, les VH euh, sont sujets de recombinaison et ces recombinaisons ne sont pas du tout prédictibles. Et parce que ces recombinaisons ne sont pas prédictibles, on a une variété énorme dans, la, dans la production des BCR et des anticorps. Donc, nous avons le locus des chaînes lourdes, nous avons le locus des chaînes légères kappa. Ces chaînes légères kappa ne sont pas dans le même chromosome, sur le même chromosome, désolé, que les chaînes lourdes. Les chaînes lourdes sont sur le chromosome 14, alors que les chaînes légères kappa sont sur le chromosome 2, le bras court, la région 12. Alors que les chaînes légères lambda sont sur le chromosome 22, euh, le bras long, région 11. Vous allez remarquer que qu'on soit dans la chaîne kappa ou dans la chaîne lambda, il y a plusieurs segments de la région variable et ces segments varient de 1 à 76 avec 6 familles. Ça, c'est pour kappa. Maintenant, pour lambda, le nombre de régions, c'est 74. OK? Vous avez une interruption systématique avec d'autres éléments ici, avec notamment des jonctions qui apparaissent, des régions de jonction qui apparaissent et des régions de la zone constante, de la région constante de l'immunoglobuline qui apparaissent également. OK, so, lorsqu'on regarde l'expression, il y a en réalité deux mécanismes de diversité. Il y a la diversité combinatoire, c'est-à-dire on va combiner différents fragments. Et puis, il y a la diversité jonctionnelle, qui est que où est-ce que la jonction va se faire? D'abord, combinatoire, c'est quels sont les fragments qui vont être sélectionnés pour une immunoglobuline particulière. Ça, c'est d'une part. D'autre part, quelles sont les jonctions qui vont être choisies pour la production de l'immunoglobuline d'autre part. OK? Donc, euh, on va présenter ça en segments. Donc, le premier segment, c'est la recombinaison somatique des régions D et des régions J. Cette recombinaison somatique est une recombinaison qui obéit à la règle du 12-23. Alors, je vais vous embêter un peu, je vais vous demander de participer un tout petit peu. Je vais vous demander de lancer une recherche sur la règle du 12-23. OK? Prenez vos portables, lancez une petite recherche sur la règle du 12-23 dans la formation des
des immunoglobulines. Je vous donne 2 minutes. Vous m'entendez? Oui, monsieur. OK, allez-y, vous avez 2 minutes. La règle du 12-23. Vous faites des progrès? Monsieur. Est-ce que vous faites des progrès? Monsieur, Oui? ce que moi j'ai trouvé, c'est que les RRS avec une séquence intercalante de 12 nucléotides sera recombinée avec les RS ayant un intercalant de 23 nucléotides. OK. Alors, est-ce que tout le monde comprend ce langage-là? Non, Non, monsieur. OK. Est-ce que vous pouvez expliquer ça dans un langage simple? Est-ce que vous pouvez expliquer ça dans un langage simple? Alors, je vais expliquer pour un souci de temps. Je vais expliquer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la recombinaison ne peut se faire. Ça, c'est une obligation. C'est pour ça que c'est une règle. Ne peut se faire que si une région est flanquée d'un côté de 12 nucléotides spécifiques, d'un autre côté de 23 nucléotides spécifiques. C'est pas des nucléotides qui sont juste, comment on va dire, random. Euh, c'est pas du hasard. Il y a une séquence, il y a un motif bien spécifique qui doit être reconnu. Et ce motif-là, de chaque côté, doit être de 12 et de 23. D'accord? Nous allons voir ça dans une minute. OK? Vous me suivez? Vous m'entendez? Oui, monsieur. OK? Donc, il y a d'abord une recombinaison somatique entre D et J, et cette recombinaison n'arrive que si et seulement si, à droite, il y a 12 nucléotides qui sont reconnus de manière spécifique, et à gauche, il y a 23 nucléotides qui sont reconnus de manière spécifique. Donc, ces réarrangements ne sont pas des réarrangements au hasard. OK? Ça, c'est la première
recombinaison, la recombinaison somatique, DJ. Et puis, il y a la recombinaison somatique, VDJ. Cette recombinaison somatique VDJ obéit également à la règle du 12-23. Je vais vous embêter avec ça, je vais vous poser la question, c'est quoi la règle du 12-23? Vous devez le savoir. OK? Donc, cette règle du 12-23 va conduire à la production d'un ADN qui est réarrangé. Cet ADN qui est réarrangé va maintenant faire l'objet d'une expression. Cette expression génique va conduire à un transcript. Ce transcrit va être spliced, va être épicé. Enfin, il y aura un épissage. OK? Il y aura un épissage de ce ARN. Et suivi de l'épissage de l'ARN, il va y avoir production. OK? Donc, transcription, il y a épissage, il y a la production du VDJC, V pour variable, D pour diversité, J pour jonction, C pour région constante. D'accord? Et ce transcrit va être traduit pour produire une immunoglobuline spécifique. OK? Et les BCR qui sont à la surface des cellules B vont éventuellement devenir anticorps qui se promènent de manière libre lorsque les cellules B se différencient en plasmocytes. Si les cellules B ne se sont pas différenciées en plasmocytes, il n'y aura pas sécrétion des BCR qu'on ne va plus appeler BCR à ce moment-là, qu'on va appeler anticorps. D'accord? Vous me suivez? Oui, monsieur, on vous suit. OK? Donc, il faut savoir que pour passer de la forme membranaire, qui est BCR, à la forme soluble, qui est anticorps, il faut nécessairement un splicing alternatif. Pourquoi? Parce que la chaîne alpha que vous voyez ici, il faut l'éliminer. Parce que cette chaîne alpha, elle est transmembranaire. Donc, elle a des résidus hydrophobiques. Tant que ces résidus hydrophobiques sont présents sur le BCR ne peut pas être libéré pour devenir un anticorps. Il faut un splicing qui coupe ici, là, pour que cette molécule devienne un anticorps qui se balade. OK? All right. Donc, là, nous sommes dans la règle du 12-23. La règle du 12-23, dont vous montrez, dont on a parlé des régions, et puis vous voyez que lorsqu'on regarde les RSS, les séquences signal de recombinaison, recombination signal sequence, c'est comme ça qu'on dit ça en anglais, RSS, recombination signal sequence. Vous avez ici 8 nucléotides et vous avez ici combien de nucléotides? 9. OK? 9 nucléotides. Et entre les 8 et 9 nucléotides, vous avez 12 nucléotides. OK? Ça, c'est dans le 12. Et puis maintenant,
dans le 23, vous avez en fait la même chose, sauf que entre l'heptamère et le nanomère, vous avez 23 nucléotides. Et c'est cette séquence qui est reconnue qui permet en fait une recombinaison. Sans la reconnaissance de cette séquence, il n'y aura pas recombinaison. Et là, vous pouvez voir en fait comment le 12 ici et le 23 ici se retrouvent mis ensemble. D'accord? Et nous avons ici formation un loop. What do you call loop in French? D'un anneau. Vous avez présence d'un anneau ici. OK? Éventuellement, il va y avoir élimination de toute cette partie. OK? Il y a élimination de toute cette partie pour que ceci et ceci viennent ensemble. Donc là, on s'est débarrassé de cet élément. OK? Donc, les recombinases RAG1 et RAG2 vont être essentielles pour la recombinaison. OK? Ces recombinases sont produites dans les lymphoïdes. Elles vont assurer la recombinaison dans les régions V, D, J. OK? L'expression des recombinases, elle doit être très régulée. Parce que si elle n'est pas régulée, on pourrait avoir un chaos et ce ne serait pas une bonne chose. Donc, autre chose qu'il faut dire, c'est que là, les réarrangements ne se font uniquement qu'entre des RSS de taille différente. En d'autres termes, vous ne pourrez jamais avoir de recombinaison entre RSS 12 et un autre RSS 12. C'est seulement entre 12 et 23. Pas 12, 12 ou 23, 23. Non, ce n'est pas possible. OK? Et là, on vous montre un peu plus en détail comment les facteurs protéiques viennent ensemble pour pouvoir faire la recombinaison. Donc, vous avez les CX RAG qui vont interagir ensemble, d'accord, pour emmener la formation d'un anneau ici et de deux régions qui étaient à l'origine distantes sur le chromosome et maintenant qui vont être proches sur le chromosome. Donc, on a un splicing. Donc, là, il y a perte de l'anneau ici. Et puis, il y a une jonction entre les nouveaux fragments qui sont maintenant proches physiquement. Donc, il y a clivage ici. Okay? Et éventuellement, une fois que vous avez cette recombinaison, vous pouvez maintenant avoir de nouveaux, enfin, plusieurs formes d'une immunoglobuline. OK? Cette partie ici, c'est juste pour montrer en fait un peu plus comment, là où on a commencé ici, ce n'est pas juste ces éléments qui fonctionnent ensemble. Il y a d'autres protéines qui vont rentrer en ligne de jeu pour la formation d'un complexe et la jonction de deux éléments qui étaient loin, les emmener ensemble, amener les régions variables, les régions diverses et les régions de jonction et les régions constantes. OK? Donc, c'est un peu ça. Vous me suivez? Oui, monsieur. OK. Nous allons arrêter notre conversation ici et la reprendre
La prochaine fois, il est 10h42 à ma montre. Monsieur, Oui, attendez que j'arrête d'abord l'enregistrement, s'il vous plaît. C'est bon. Oui, allez-y, vous pouvez poser votre question.